Y aura-t-il un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne? Bien malin qui peut dire quelle sera l'issue du Brexit, un divorce qui s'éternise et qui provoque de vives tensions entre Londres et les 27. Bruxelles juge par exemple que Londres viole le traité entérinant ce même Brexit. Avec nous pour en parler Thierry Chopin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors, professeur à l'Université catholique de Lille. Avec nous également Alex Taylor, le plus français des journalistes britanniques ou le plus britannique des journalistes français, c'est selon. Vous êtes surtout journaliste européen avant tout. On va commencer avec vous, Thierry Chopin. C'est l'impasse, semble-t-il, dans les négociations. À qui la faute? En essayant d'être le plus objectif possible. Oui, alors effectivement, les négociations sont bloquées au moment où on se parle. Il faut peut-être rappeler très rapidement là où on en est. Les Britanniques, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne en janvier dernier. Il se trouve dans une période de transition qui lui permet toujours d'avoir accès au marché intérieur jusqu'au 31 décembre prochain. Et pendant cette période, des négociations ont lieu entre Londres et l'Union européenne afin de définir les relations commerciales, notamment à venir après la fin de cette période de transition. Un accord était, disons, envisagé avant le mois de décembre, au mois de novembre prochain. Aujourd'hui, les négociations sont dans l'impasse, pardon. Alors à qui la faute? La position des Européens a toujours été très claire. L'accès au marché intérieur était tout à fait possible pour les Britanniques à partir du moment où un certain nombre de règles étaient respectées. À partir du moment où Boris Johnson a proposé une loi mettant en cause les termes de l'accord sur le protocole sur l'Irlande du Nord, qui avait été pourtant négocié avec l'Union européenne, eh bien, il y a une perte de confiance. La confiance était déjà pas très élevée. Pas très forte, on va dire que ça n'a pas arrangé les choses. Eh bien, on va voir en image ce que ça donne justement. Un rappel des faits que vous avez déjà commencé à esquisser. Le rappel est signé Mévalo. Le temps presse. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 31 décembre et le spectre d'un Brexit dur plane toujours. Sur le papier, le divorce est acté depuis le 31 janvier, mais Londres et Bruxelles ont encore à définir leurs relations futures, notamment commerciales. Les sessions de négociation s'enchaînent en vain. Les deux parties s'opposent sur l'épineux accord de libre-échange. Au cœur des discussions et des mésententes, la pêche, les Européens souhaitant continuer à avoir accès aux eaux maritimes britanniques, les règles de la concurrence et la gouvernance du fameux accord, avec notamment la question du rôle de la Cour de justice de l'Union en cas de conflit. Les 27 souhaitent des relations commerciales largement soumises à leurs règles et leurs normes. Boris Johnson lui rêve de souveraineté totale et d'accord à la carte. Fidèle à lui-même, le Premier ministre britannique est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, y compris revenir sur les engagements du Royaume. À l'image du projet de loi surprise sur le marché intérieur britannique adopté le 14 septembre en deuxième lecture. Un texte qui remet en cause notamment la question de l'Irlande du Nord et le protocole négocié il y a un an visant à éviter le retour d'une frontière physique sur l'île avec la République d'Irlande. Une violation du droit international de l'aveu même du gouvernement britannique. Malgré les pressions de Bruxelles, de Washington et même de son propre camp, Boris Johnson, soutenu par les Brexiters les plus durs, ne plie pas. Les débats de mardi à la Chambre des communes s'annoncent une fois de plus enflammés. Alex Taylor, on a tout simplement envie de vous dire à quoi joue Boris Johnson exactement? Si seulement on le savait, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que je crois que le problème de fond, c'est que même Boris Johnson ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et en plus, tout ça, c'est terriblement compliqué par le Covid. Déjà, le Brexit était compliqué avant. Je vous rappelle que Boris Johnson est quelqu'un, si vous cherchez des vidéos sur YouTube, par exemple, vous pouvez trouver il y a quelques années, Boris Johnson disait que ce serait une bêtise de quitter le marché unique. Voilà maintenant qu'il s'érige en grand prêtre du fait de quitter tout ce qu'il y a le mot européen là-dedans. Le problème, c'est que Boris Johnson ne croit qu'une chose, c'est Boris Johnson. Et Alex Taylor, pardonnez-moi de vous couper, mais on a un problème de son avec cette liaison. On va essayer d'arranger ça. On vous retrouve dans quelques instants. Thierry Chopin, Boris Johnson refuse de dépasser la date du 15 octobre pour un accord avec l'Union européenne. Est-ce que ce qu'on appelle le no deal,
pas d'accord. Est-ce que c'est un scénario possible selon vous? Oui, je crois que c'est tout à fait possible. Je crois d'ailleurs que si on refait la séquence en fait depuis le référendum, c'est ce que cherche un grand nombre de Brexiteurs, notamment effectivement tendance dure, tendance hard. Les Brexiteurs ont gagné ce référendum. Boris Johnson est devenu Premier ministre. Il est conseillé par quelqu'un qui est très dur sur la question du Brexit, Dominic Cummings. Il a obtenu une majorité parlementaire à l'issue des élections l'année dernière. Je crois qu'on peut effectivement très sérieusement... Mais que serait-il sans accord? Parce qu'on a du mal à comprendre toutes ces questions qu'on vient d'évoquer, les questions de la pêche, de l'Irlande, des échanges économiques. Que fait-on? Alors en cas de no deal, ce qui se passe, c'est que ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliquent. En d'autres termes, ça signifie, et c'est l'une des premières conséquences, notamment pour le Royaume-Uni, que les droits de douane de l'Union européenne, mais aussi des pays tiers qui ont signé des accords avec l'Union européenne, s'appliquent au Royaume-Uni, notamment aux importations de produits par les Britanniques. Donc ça impacte en fait le commerce des Britanniques, qui d'ailleurs, pour ce qui concerne ses relations avec l'Union européenne, dépend très fortement de l'Union européenne, plutôt que l'inverse. De l'autre côté, du côté, disons, Europe continentale, les conséquences peuvent être importantes dans certains secteurs d'activité. Effectivement, pour ce qui concerne les Français, le secteur de la pêche peut être très fortement impacté parce qu'une partie non négligeable, alors qui est variable en fonction des régions françaises dont on parle, mais une partie non négligeable des prises de pêche en fait se fait dans les eaux britanniques. Autre secteur économique qui peut être très fortement impacté par un no deal, l'aéronautique, les transports. Tout ce qui finalement relève de concurrence possible en matière de réglementation, l'énergie, le nucléaire civil, et on pourrait multiplier les exemples. Alors, on a beaucoup entendu parler d'un des poids qui peut jouer en faveur de la Grande-Bretagne, c'est le fait qu'elle pourrait devenir une Singapour sur Tamise. On a tout entendu à ce sujet. Quelle est votre position? Ça dépend de ce dont on parle. Si en gros, ce serait que, si on veut schématiser, c'est un paradis fiscal et il y a du dumping fiscal. Je pense qu'effectivement, l'une des stratégies possibles portées et défendues par les Brexiteurs les plus durs est une stratégie de concurrence très agressive pour faire venir des investissements au Royaume-Uni, que cette concurrence se fasse sur le terrain fiscal, sur le terrain social ou sur le terrain environnemental. C'est un point qui est intéressant parce que finalement, une partie de ceux qui ont voté pour le Brexit n'ont pas voté pour plus de concurrence. Ils ont voté pour moins de concurrence. Et l'une des questions qui se pose, c'est de savoir, par exemple, s'il y a un no deal, ça veut dire que le Royaume-Uni, de toute façon, va devoir aussi renégocier des accords commerciaux avec d'autres puissances, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde. Et ça va lui poser quand même un certain nombre de problèmes. Première chose, le poids du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, c'est pas la même chose que le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe très concrètement si les États-Unis veulent exporter de manière très agressive du poulet aux hormones, du bœuf aux hormones, du poulet chloré? Quelle va être la réaction des agriculteurs, par exemple britanniques, qui ont voté en faveur du Brexit? Est-ce qu'ils vont être satisfaits en fait ou pas? Par ailleurs, autre élément, un Singapour sur Tamise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Singapour, est-ce que c'est comparable au Royaume-Uni? Est-ce que Londres est comparable à Singapour? Singapour, certes, est une place financière, mais Singapour, c'est un port mondial de première importance. Et qui appartient à une organisation régionale. Et qui appartient il me semble que c'est l'ASEAN. Donc, mais en tout cas, il y a des infrastructures portuaires à Singapour qui sont inexistantes en fait au Royaume-Uni. Si on élargit le spectre de ce débat, on verra ce qu'il advient de ce Brexit. Est-ce que vous pensez aussi qu'il va y avoir un rapprochement encore plus prégnant entre les États-Unis et la Grande-Bretagne d'un point de vue politique, militaire? Rappelons que deux pays ont l'arme nucléaire en Europe, la Grande-Bretagne et la France. La France restera le seul pays au sein de l'Union à disposer de la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce que ça changerait si on élargit? Si on élargit le scope, je pense qu'un des enjeux fondamentaux de l'élection américaine est le fait de savoir que si Donald Trump est réélu, effectivement, les deux dirigeants, Boris Johnson d'un côté et Donald Trump de l'autre, partagent un certain nombre, je trouve, de caractéristiques. Tous les deux ont une rhétorique qui est très populiste.
Tous les deux ont une rhétorique qui est très concurrentielle et au sens le plus agressif du terme, souverainiste, nationaliste. Donc effectivement, cet arc atlantique-là, cette connexion entre le Royaume-Uni et les États-Unis de Donald Trump, peut-être que Joe Biden va gagner l'élection, peut effectivement changer la donne et en tout cas introduire un élément nouveau dans le débat avec les Européens. Et dernière question, vous qui êtes conseiller à l'Institut Jacques Delors, un Français convaincu bien entendu par une Europe forte, une Europe qui construit et qui avance. Qu'est-ce que ça dit selon vous cette affaire du Brexit sur l'Europe, sur les Européens Alex Taylor a parfois dit que les Britanniques avaient une crise d'identité. Qu'est-ce que ça nous dit de l'Europe en 2020 ? Je pense qu'une des leçons de ce point de vue-là qu'on peut tirer du Brexit, c'est que depuis le référendum, d'abord le sentiment d'appartenance des Européens à l'Union européenne a progressé. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. On pensait que le Brexit pouvait conduire à des dissensions, voire un effet domino, Il y a une des partisans fragmentation. du Brexit en France, par exemple. Oui, mais ils sont extrêmement minoritaires. Oui. Ils existent, bien sûr qu'ils existent, mais ils sont minoritaires. Majoritairement, les Français peuvent être eurosceptiques, peuvent être très sceptiques, très critiques, très défiants sur certains aspects de la construction européenne. Est-ce qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui pour sortir de l'Union européenne ? Non, en tout cas, pas dans les enquêtes d'opinion. Donc je trouve qu'il est intéressant de noter que l'un des effets du Brexit, de cette séquence depuis 4 ans maintenant, est d'avoir renforcé d'abord sur le plan des opinions publiques le sentiment d'appartenance à cette union. Il y a certes de l'euroscepticisme, mais il n'y a pas d'europhobie majoritaire en Europe, dans aucun pays membre de l'Union européenne. Et par ailleurs, sur le plan gouvernemental, une autre leçon qu'on peut tirer du Brexit, c'est l'unité des gouvernements nationaux dans la négociation avec Londres autour d'un certain nombre d'éléments très clairs. L'intégrité du marché intérieur, le respect des règles européennes pour y avoir accès, y compris dans les États membres qui sont les plus durs aujourd'hui, les plus sceptiques, typiquement la Hongrie ou la Pologne. Merci beaucoup Thierry Chopin d'avoir répondu à nos questions. On n'a pas réussi à retrouver Alex Taylor, ce n'est que partie remise. On aura l'occasion bien sûr de l'entendre à nouveau prochainement sur TV5 Monde sur cette question du Brexit.